santé, c'est le plus grand des biens et la maladie, le plus grand des maux. Fidèles téléspectateurs de Horizon 3, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous quotidien 100% santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'hydrocéphalie. Alors, c'est quoi l'hydrocéphalie? Il faut savoir que l'hydrocéphalie est une accumulation de liquide céphalospinal dans les ventricules cérébraux. Aujourd'hui, nous avons fait venir une spécialiste pour aborder cette pathologie. Bien-être, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Nous allons à présent accueillir sur ce plateau celle qui désormais va m'accompagner tout au long de ce programme. Elle, c'est Rosie Chamb. Rosie Chamb, bonsoir. Bonsoir à toi Carnel et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs d'Horizon 3. Bienvenue à toi sur le plateau de bien-être. Merci. Alors, l'hydrocéphalie semble être un réel problème pour l'Afrique et pour le Cameroun en particulier. En effet, Carnel, les statistiques liées à l'hydrocéphalie au Cameroun sont difficiles à obtenir en raison des études nationales qui sont limitées et l'accès aux données de santé. Néanmoins, on note un cas sur 2 pour 1000 naissances par an au Cameroun. Alors Rosie, la rareté des statistiques pourrait s'expliquer par le fait que cette maladie est classée parmi les maladies rares. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'édifier nos valeureux téléspectateurs au sujet de cette pathologie qui est dite rare. Question pour eux de pouvoir s'informer, de pouvoir mieux comprendre, de pouvoir déjà savoir que tout n'est pas sorcellerie. Il y a des pathologies qui existent, mais dont on ne parle pas suffisamment parce que justement, les patients atteints ne sont pas nombreux. On a eu la chance de se rapprocher de la maman d'un enfant souffrant d'hydrocéphalie. Je vous propose de suivre ensemble l'histoire du petit Jafet dans ce reportage. Considérée comme une accumulation du liquide céphalospinal dans les ventricules cérébraux, l'hydrocéphalie est une maladie rare qui touche plusieurs personnes dans la société. Le petit Feudio Ryan en souffre depuis 2016, alors qu'il n'était âgé que de 5 ans. Au début, Ryan a commencé, je crois, à l'âge de 5 ans, à faire des crises convulsives. Il a fait sa première crise convulsive, je l'ai conduit à l'hôpital. Et là, on nous a dit qu'il avait un excès palustre. Après avoir diagnostiqué un excès palustre à Ryan, un traitement a été mis en place pour s'assurer d'un retour à la normale. Malgré ce traitement, Ryan va faire 5 autres crises en l'espace de 7 mois. À la 5e, Gugim Aline, sa maman, va le conduire une fois encore à l'hôpital. C'est à sa 5e crise que je m'inquiète. Je commence à m'interroger, je commence à me poser des questions. Et là, j'essaie de rencontrer un autre, j'essaie de changer de pédiatre, quoi. Et là, je tombe sur un autre pédiatre que je l'explique comment ça s'est passé et tout. Je lui explique mon inquiétude. Je me dis que, mais à cet allure, je ne pense pas que ça soit encore un problème de palu, puisque je prends toutes les précautions pour éviter que l'enfant ait le palu. Et là, il me renvoie chez un neuropédiatre. Aline, qui souhaite de tout cœur voir son enfant retrouver la santé, va donc rencontrer un neuropédiatre qui fera subir à Ryan un ensemble d'examens, parmi lesquels le scanner. Mais avant de réunir les fonds nécessaires pour cet examen, Ryan passe à une nouvelle étape de sa maladie le 11 mars 2016. Il rentrait de l'école. Voilà. C'est là, on l'amène en urgence à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a prescrit encore, on m'a donné une autre ordonnance vu ses examens, puisque je suis partie avec son carnet, vu ses examens, les examens qu'on a déjà eu à faire, on a prescrit directement le scanner. Là, c'était une deuxième ordonnance de scanner qu'on me donnait. Je crois qu'en 2-4 jours, on s'est battu, on a fait le scanner. Et là, on nous informe que l'enfant souffre de l'hydrocéphalie. Le résultat du test est sans appel. Ryan doit devoir subir une intervention chirurgicale. Décidé d'opérer, on nous a transférés ailleurs où on a décidé d'opérer. C'est là, on a opéré
au sorti de l'opération, on a placé une valve de dérivation. L'intervention chirurgicale n'aboutira malheureusement à presque rien. La santé de Ryan se dégrade davantage. Au sorti de l'opération, je ne sais pas si c'est pendant la crise ou bien c'est pendant l'opération que l'enfant a perdu toutes ses facultés. Voilà, l'enfant a perdu toutes ses facultés comme ça. À moins s'il a encore la vue et la motricité, mais la motricité, si vous le laissez, il va partir. On le contrôle, il met les couches, on le nourrit, on fait tout pour lui, il est totalement dépendant. Un malheur n'arrivant jamais seul, maman Guingim a vu sa famille se diviser. La maladie de Ryan m'a tellement coûté que ça a même coûté notre foyer. Son père n'a pas pu supporter et il a abandonné. Aujourd'hui, cette maman est désormais la voix des sans-voix. Elle partage son expérience pour aider d'autres parents. Suite à toutes les souffrances que j'ai subies, le regard de la société envers cet enfant et moi, le traumatisme et tout, je me suis dit, mais tiens, sûrement d'autres personnes vivent cette situation-là. Sûrement d'autres personnes sont quelque part seules, traumatisées comme je suis. C'est là où j'ai décidé de créer une association qui rassemble des enfants atteints de maladie rare et leurs familles, les parents et leurs familles. L'association c'est ASPAPEN, Association des parents et partisans des enfants victimes de maladies rares et handicapantes. Ainsi se présente la situation de maman Aline et du petit Ryan. Cette mère d'une trentaine d'années n'a qu'un rêve, voir son enfant en santé. Voilà, de retour dans ce studio après avoir suivi avec beaucoup d'attention le témoignage de cette jeune maman qui aujourd'hui ne rêve que d'une chose, voir son fils Japhet retrouver la santé. Alors nous allons à présent accueillir sur ce plateau le docteur Abba avec qui nous allons davantage discuter au sujet de l'hydrocéphalie. Docteur Abba, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Bien-être. Merci, bien le bonsoir à vous également. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Voilà, docteur, vous avez suivi avec nous le témoignage de cette dame qui nous parle de son fils Japhet, qui a eu à faire des crises plusieurs fois, environ 5 crises, et c'est pratiquement à la 6e crise qu'on constate que l'enfant souffre d'hydrocéphalie. Alors on va commencer par la définition. De façon terre à terre, c'est quoi l'hydrocéphalie? Alors, l'hydrocéphalie, c'est une affection médicale caractérisée par l'accumulation du liquide cérébrospinal, encore appelé LCS. Le liquide cérébrospinal dans les ventricules du cerveau. Parce que le cerveau, il faut le savoir, le cerveau a des ventricules. Alors, lorsque ce liquide s'accumule dans des ventricules cervicales, ça crée une pression intracrânienne, d'où qui peuvent causer plusieurs dommages du cerveau. C'est pour cela que vous pouvez constater que les enfants atteints de l'hydrocéphalie ont des têtes un peu plus volumineuses. Et l'hydrocéphalie concerne uniquement les enfants ou alors les adultes également sont concernés par la maladie? L'hydrocéphalie, c'est une maladie congénitale. Alors, elle concerne beaucoup plus les enfants. Les adultes qui l'ont, ça veut dire que quelque part, elle était en hibernation dans le cerveau et vu les pressions sociales, ça s'est développé. Alors, docteur, moi j'ai une question. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'est diagnostiquée l'hydrocéphalie? Alors, l'hydrocéphalie se diagnostique après plusieurs symptômes. Oui. Il faut savoir que l'hydrocéphalie draine plusieurs symptômes. Nous pouvons avoir des enfants qui sont exposés à la méningite. Nous pouvons avoir les troubles visuels. Constater à la maison que l'enfant il est constamment en train de tomber, il faut déjà que la maman soit en alerte. Nous avons un enfant qui passe le temps à vomir, parce que l'hydrocéphalie crée des vomissements, des nausées.
L'hydrocéphalie crée également des maux de tête à répétition et des troubles visuels. Alors, lorsque vous constatez que l'enfant présente déjà tous ces symptômes-là, bien vouloir vous rapprocher d'un médecin. Allez même d'abord voir un médecin généraliste qui va vous conduire ou bien qui va vous référer à un pédiatre, parce que le meilleur médecin des enfants, ce sont des pédiatres. Alors, docteur, comment se passe la prise en charge une fois que le diagnostic est établi? Ok, bonne question. Alors, lorsque on s'est rendu compte que l'enfant souffre déjà de l'hydrocéphalie, nous avons plusieurs paramètres pour conduire, pour amener le traitement ou bien pour amener le sujet à subir un traitement adéquat. Oui. Maintenant, il faut savoir que l'hydrocéphalie, c'est une maladie rare, mais qui coûte extrêmement cher aux parents. Alors, je ne me vois pas en train de, comment pourrais-je dire, il y a certains parents qui sont démunis. Alors, il y a toute une procédure pour que les enfants soient pris en charge. Chose qui met beaucoup de familles mal à l'aise. D'aucuns parleront de sorcellerie, d'aucuns parleront de je ne sais quoi, mais c'est une maladie congénitale. Et lorsqu'on revient au Cameroun, avant de parler de comment la maladie est traitée, moi j'ai une question. On a parlé des symptômes tout à l'heure. Alors pour un enfant qui ne parle pas, parce qu'un nouveau-né, il ne va pas dire maman j'ai les maux de tête, il ne va pas vous dire je ne vois plus bien, il va peut-être pleurer et peut-être refuser le tété. Donc en dehors de refuser le tété, quel est également le signe qui pourrait alerter le parent? Ok. En tant que nouveau-né et qui présente des signes et qu'il ne peut pas parler, la maman doit être attentive. Lorsque l'organisme du nouveau-né est en difficulté, c'est la température qui vous alerte. Il y a des vomissements à répétition qui vous alertent. Il y a plusieurs symptômes qui vont amener la maman à s'inquiéter. Un nouveau-né, quel que soit son âge, s'il a déjà 1, 2 mois, ça veut dire que vous faites ce test-là, vous passez avec le doigt ou bien la main au-dessus de ses yeux et vous verrez comment il conduit ses yeux parce qu'il va suivre le reflet, la main et le reflet. Alors, si tout ça, vous ne faites pas cet exercice en tant que jeune maman, il y a problème. Il y a problème. Le bébé, ce n'est pas faire des photos et envoyer sur WhatsApp et Facebook. Non. Le bébé mérite beaucoup d'attention. Et je pense que les parents devraient également regarder le volume crânien. Si, parce qu'à un moment donné, il y a la fontanelle qui parfois ne bat plus. Elle va se bloquer et l'enfant va commencer à présenter soit une montée de fontanelle, ou alors elle va constater que les yeux baignent dans des larmes constamment et le volume des yeux va augmenter. Bon, les paupières vont prendre du volume et les yeux vont rester à l'arrière-plan et vont baigner constamment dans les larmes. Oui. Alors là, c'est une alerte. Prenez le bébé, allez dans un hôpital, faites-le consulter et la suite vous sera donnée. Les directions vous seront données. D'accord. Docteur, vous avez dit tout à l'heure que le traitement coûtait extrêmement cher. Si. Maintenant, au Cameroun, est-ce qu'il y a une disposition spéciale pour ces enfants-là qui souffrent d'hydrocéphalie? Oui. C'est parce que les parents ne sont pas informés. Il y a ce manque d'information. Parce que les enfants atteints de l'hydrocéphalie sont pris en charge dans les grands hôpitaux. On peut parler de l'hôpital central parce que nous avons des neurochirurgiens pédiatres. Oui, parce que même en pédiatrie, nous avons la neurochirurgie. Dans les grands hôpitaux du Cameroun, nous avons des neuropédiatres chirurgiens. Si.
mais ils sont rares, ils ne sont pas nombreux. Oui. Ils ne sont pas nombreux. Du coup, vous pouvez vous faire, un parent peut se faire consulter avec son bébé peut-être dans un CMA. Le médical d'arrondissement. Oui, on va le référer peut-être dans un hôpital de la place publique, à savoir des grandes cliniques et l'hôpital central, l'hôpital général, Génico, et oui. voilà, parce que voilà les hôpitaux de référence. Ou alors, si les parents sont aisés, ils peuvent demander une évacuation sanitaire. Mais au Cameroun, nous avons de très bons éléments. Ne valorisons pas trop la médecine occidentale. Mais nous avons des éléments, mais pour ces parents qui n'ont pas de moyens, mais qui veulent quand même apporter une certaine santé à leurs enfants. Est-ce que, par exemple, au niveau des examens, il y a des réductions pour ces parents-là? Est-ce qu'il y a des allègements peut-être au niveau de la prise des médicaments pour ces parents-là? Oui, il y a il suffit que l'enfant soit déjà pris en charge. Alors, il y a le volet social. Il y a le volet social dans tous les hôpitaux qui va appuyer le dossier et l'enfant sera pris en charge. Parce que ce ne sont pas les médicaments qui vont faire disparaître l'hydrocéphalie. Non. Ce sont des méthodes comme la chirurgie. Il y a des méthodes comme le shunt. C'est quoi le shunt? Voilà. le shunt ventriculo-péritonéal, c'est un tube qu'on met dans la cavité cervicale de l'enfant, qui nous permet de tirer le liquide, de drainer le liquide. Oui. Okay? C'est ça qu'on appelle le shunt. Parce que dans le cas de Jafet, il a subi une opération qui n'a pas eu de très grands résultats parce qu'aujourd'hui, selon les dits de sa mère, il est totalement dépendant. Il casse parfois tout à la maison, il mange tout ce qu'il voit à sa disposition. Oui, parce que après une chirurgie, l'enfant devrait être pris en charge par un psychologue infantile. Nous avons des psychologues qui sera au chevet de l'enfant, qui va l'accompagner. Parce que chaque fois qu'un être humain a subi une opération, il y a des séquelles. Et ces séquelles-là, on doit amener la personne, le sujet, à comprendre que non, si tu as subi X, c'est parce qu'on voulait ça. Alors, il ne faut pas trop laisser l'enfant dépendant des médicaments. Il faut un accompagnement psychologique. Merci. Alors, docteur, moi j'ai une question également. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on guérit véritablement de l'hydrocéphalie? Si, on guérit. Mais ça va prendre du temps. On guérit. Parce qu'il faudrait déjà que la famille du sujet accepte que il a été malade. Et comme il a été malade, on l'a opéré, ou bien il a subi une autre version, parce que nous n'avons pas seulement l'intervention chirurgicale, nous avons aussi l'endoscopie, qui permet c'est une autre forme chirurgicale. Nous avons aussi le shunt, comme j'ai dit. Alors, lorsque tout cela se passe, il y a certains qui disent que non, mon bébé est trop petit, je ne peux pas supporter. Mais c'est l'erreur. C'est l'erreur. Et les parents qui ont des enfants malades devraient d'abord eux-mêmes être guéris. Parce que, souvenez-vous, lorsque le bébé d'une maman est malade, la maman est 2 fois malade. Tout à fait, oui. Et parfois, elle transmet le stress et tout à l'enfant, ce qui complique davantage la situation. D'accord. Donc, du coup, il faudrait que la maman elle-même guérisse d'abord. Alors, lorsqu'elle sera guérie elle-même, le bébé Jafet pourra guérir à nouveau. Alors, même si l'opération n'a pas été un succès total, elle repart à l'hôpital.
elle va rencontrer un autre spécialiste. Il y a des chirurgiens pédiatres là dehors. Là, à l'hôpital central, j'en connais plusieurs. Alors, elle se rapproche et on va la soumettre à d'autres examens ou bien on va revoir ce qui n'a pas marché. C'est l'organisme du bébé. Ça veut dire, chaque jour qui passe, il évolue. Il évolue. Du coup, le bébé évolue, l'enfant évolue, son organisme se métamorphose. Alors, il faut regarder là où la souche n'a pas été touchée. Il faut préciser que Jafet a entre 7 et 8 ans aujourd'hui. Il a été opéré à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Est-ce que maman est rentrée voir le pédiatre en question? Là, nous n'avons pas cette information. D'accord. Est-ce que, à part lui, est-ce qu'elle s'est rapprochée d'un professeur en médecine, en pédiatrie? Autant de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Oui, il faut tout ça, il faut rassembler tous ces paramètres pour mettre en évidence que non, peut-être. Mais je dis, l'hydrocéphalie, c'est une maladie congénitale. C'est une infection congénitale qui est due à plusieurs paramètres. Alors, le seul conseil que je peux donner aux parents, c'est lorsque une maman est enceinte, qu'elle se fasse suivre normalement. Alors, si on a écrit repos sur le lit, on sait pourquoi on a écrit repos sur le lit. Peut-être en écrivant repos sur le lit, on va corriger quelque chose. Tout à fait. Ok? D'accord. Donc, il est important justement de suivre à la lettre les recommandations du médecin et bien évidemment de suivre toutes ces visites prénatales comme il se doit. Oui, et lorsqu'on vous prescrit des examens à faire en tant que maman gestante, faites vos examens. Parce que lorsque les examens sont faits, nous voyons ce qui est à rectifier. En fait, les mamans, elles ont souvent l'habitude de se baser sur l'expérience des autres. Elles vont te dire, l'expérience ne fait pas. On avait prescrit l'examen, ça n'a rien fait. Ça, c'est ta sœur. C'est que chacun a son organisme. Chacun a son organisme et chacun a ses comment je peux dire, chacun réagit à des médicaments différemment. Oui. Alors, vous pouvez prendre la quinine, chose que moi je ne prends pas. Oui. Vous pouvez boire du paracétamol, chose que moi je ne prends pas. Alors, une grossesse, c'est pas parce que moi, docteur Abba, je suis enceinte aujourd'hui, je vais me baser sur le passé composé des autres. I'm so sorry. Chaque grossesse est unique. Oui, et c'est par les grossesses qu'on commence à ressentir le caractère de chaque enfant. Voilà, merci à vous, docteur, pour toutes ces explications. Je pense que désormais, les téléspectateurs savent c'est quoi l'hydrocéphalie et surtout ont retenu que l'hydrocéphalie, c'est une maladie qui se soigne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans le cadre de ce programme, pas de panique, Rosie Chom nous fait le résumé de ce qui a été dit juste après cette courte transition. Alors, fidèles téléspectateurs, retenez que l'hydrocéphalie, bien qu'elle semble complexe et inquiétante, est une maladie qui bénéficie aujourd'hui de traitements efficaces grâce aux avancées médicales et à une prise en charge précoce. Voilà, et que ce soit chez les nourrissons, les enfants ou les adultes, il est essentiel de reconnaître les signes d'alerte pour éviter les complications sur le long terme. Il est aussi important de continuer à sensibiliser le public à cette pathologie, souvent mal comprise, et de soutenir les familles dans leur parcours. Voilà, merci à toi Rosie pour ce brillant résumé. Merci à vous également, docteur Abba, d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. On espère vous avoir très prochainement pour parler d'autres pathologies très souvent ignorées du public. Je serai souvent et toujours à votre service. Merci. Merci à toi également, Rosie Chom. Merci à toi, Carnel, et merci au docteur pour ce moment d'échange. Pour le reste, chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous jeudi prochain, 21h.